Bon, c'était un grand plaisir de faire ce séminaire ici. Je changeais les sujets, je ne vais pas parler de matériaux autocicatrisants. Bon, on va discuter à la fin si les matériaux dont je parle sont autocicatrisants. Je vais vous parler de vitrimère parce que c'est un sujet qui nous excite, moi et quelques amis, beaucoup ces derniers temps. Et il me semble suffisamment intéressant pour en parler. Et source de beaucoup de plaisir. Et alors, il s'agit d'une nouvelle classe de matériaux. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'on a une nouvelle classe de matériaux. Et ça s'appelle vitrimère. Alors, vous allez voir ce que c'est les vitrimères. Les noms à une semaine, à peu près. Et les vitrimères existent, étaient nés il y a un mois officiellement, par une publication. Le concept était peut-être il y a 2 ans, donc ça a l'air relativement rapidement. Et c'est un travail que nous avons fait avec Damien Montarnal, Mathieu Caplot, qui étaient les étudiants en thèse. Damien, il est maintenant les postdoc en Californie, à l'Université de Santa Barbara. Et un ami et collègue de toujours, François Tourniac. Et donc, et ce que je voudrais tout de suite faire, c'est de vous remercier. Je sais que c'est filmé, cette conférence. Donc, je vais remercier aussi les gens qui ne regardent pas jusqu'au bout. Et comme ça, je les remercie au début. Et ils sont remerciés de suivre jusqu'au moment où ils suivent. Je trouve que mettre les remerciements à la fin est un peu impoli parce que, finalement, ce qui est important, c'est l'intention d'écouter. Donc, n'hésitez pas. Donc, je commencerai par un phénomène qui est tout à fait connu par tout le monde. Alors, je ne vais pas parler de rassurez-vous, je ne vais pas parler de réchauffement climatique, mais je vais quand même parler de transition qui est liée un peu au réchauffement climatique, c'est-à-dire que nous avons un solide, en l'occurrence la glace, et si la température augmente, la glace passe brutalement à un état liquide de l'eau. Alors, c'est une transition de tout au rien, c'est-à-dire on passe de quelque chose qui est solide à quelque chose qui est liquide, qui est l'eau. Et évidemment, quand on sort des glaçons de frigo, on voit très bien, on a un glaçon, et après ce glaçon se transforme dans l'eau, et cette transformation est très brutale. Alors, au niveau moléculaire, ça passe, cette transition, qui est une transition de premier ordre, elle se passe, les molécules d'eau sont arrangées dans un cristal, ici hexagonal, et c'est la glace, et on passe à de l'eau qui est un liquide où les molécules de liquide sont complètement désordonnées et bougent en tous les sens. Et donc cette transition est liée, le fait qu'elle passe à cette température, est lié au changement d'interaction, et c'est très brutal. Et beaucoup de substances, de molécules, de composés, passent de l'état solide à liquide comme ça, par la cristallisation, par la solidification, ou à l'inverse, si on les chauffe. C'est ça qui se passe quand on chauffe, solide vers liquide, et si on refroidit, passe de liquide à solide. Et donc, typiquement, les molécules organiques vont faire la même chose, c'est-à-dire ça, c'est une molécule relativement simple. Si je commence à refroidir, je peux la cristalliser, et dans ce cas-là, la transition va être brutale. Ce qui va se passer, c'est que la viscosité ici augmentait des liquides en refroidissant, mais pas beaucoup, et on passe vers les solides. Mais si c'est terphényle, je refroidis très rapidement, dans ce cas-là, ces liquides, je peux les surfroidir, je peux les mettre, je peux ne pas cristalliser, et la viscosité augmente tellement rapidement, ici c'est l'échelle logarithmique, la viscosité, disons, sur 50 degrés va augmenter énormément, 12 ordres de grandeur, et finalement, cette liquide va progressivement passer vers un état qui est toujours liquide, toujours amorphe, c'est le vert,
mais qui va nous paraître solide. Et pourquoi? Parce qu'à l'échelle de temps d'expérience, donc pour étudiants de thèse, c'est 1 an, et pour moi, c'est 1 heure, et cet objet qui est liquide apparaît solide. Pour les vitraux dans la cathédrale de Chartres, c'est plusieurs siècles. D'accord? Donc, toutes ces questions de température et de définition, et typiquement, on définit que la température de transition vitreuse, c'est quand la viscosité est de l'ordre de 10 puissance 12 pascal, ici à 1 R, fois seconde. Et donc, cette transition est progressive, et en fait, c'est une expérience que vous avez tous les temps. C'est par exemple, si vous prenez un plastique, vous chauffez vous chauffez les plastiques, ils fondent. Si vous refroidissez, il va passer à un état, mais qui est toujours un état liquide, en fait. C'est un état qui est simplement, cette liquide est tellement visqueuse, c'est qu'il n'y a pas de changement de structure, les molécules sont figées à l'échelle des expériences. Et dans la physique, c'est un problème, quel est le type de cette transition? En physique, c'est un problème qui est de grande actualité, qui est toujours état de débat. Comment on passe de cet état qui est finalement équilibre à un état qui devient non ergodique? Je reviendrai là-dessus, c'est-à-dire qu'il est hors d'équilibre. Et cette transition est toujours très, très brutale. Alors évidemment, on peut le voir dans l'autre sens, c'est-à-dire on peut dire, j'ai mon plastique, mon verre, ah ben voilà. Ça, c'est un liquide, c'est un verre de plastique. Si je l'échauffe, donc il paraît, il a un module, typiquement de 1 gigapascal. Je l'échauffe et cette verre vers 100 degrés va fondre sans se brûler de façon plastique. Et évidemment, si je regarde la dissipation qui est, disons, liée à viscosité, ben là, le système devient tellement visqueux que dans cette manip de propriétés mécaniques, de la rigidité, ben je ne peux plus mesurer la rigidité parce que sur les fréquences que j'explore qui est en Hertz, les matériaux vont paraître liquides. Avec la fréquence d'une seconde, ça paraît solide. D'accord? Mais si j'attends très très longtemps, je vais m'apercevoir que c'est un liquide. Alors, ce qui est absolument extraordinaire, et c'est pour ça que pour les physiciens c'est un sujet, et on ne comprend pas en fait toujours très bien comment ça se passe, c'est qu'on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe au niveau moléculaire? Qu'est-ce qui se passe au niveau des atomes? Et en fait, si j'ai refroidi les systèmes et je passe des liquides, suivant la vitesse de refroidissement, les coefficients d'expansion, donc les systèmes se densifient, et les coefficients d'expansion deviennent plus faibles. Et suivant l'histoire thermique de matériaux, suivant si je vais vite ou si je vais lentement, cette transition va apparaître à des températures plus ou moins rapides. Si je fais très rapidement, je fige les systèmes plus rapidement à température plus élevée. Si je veux plus lentement, plus lentement. Et donc ce changement de densité et une signature de transition vitreuse, ça ressemble à une transition relativement brutale, mais c'est quelque chose qui dépend de l'histoire thermique, de la mémoire de système. Pourquoi la mémoire? Parce que de nouveau, mon temps d'observation est 1 heure, 1 an, 3 ans, et les systèmes vont vieillir, et je me vais apercevoir qu'en fait, finalement, il évoluait, mais je l'observais seulement pendant 1 heure, je l'observais pendant 3 heures, etc. Donc, les vitraux de cathédrale de Chartres sont apparemment plus épaisses en bas qu'en haut parce que la silice coule. Alors ça, ce n'est pas vrai. C'était fait comme ça. D'accord? À Westminster, l'épaisseur est exactement identique. Et la même chose pour la bouteille de Marie-Antoinette, si vous regardez les ordres. Mais enfin bon, ça fait bien de le dire. Et donc, je mentionnais la silice, et la silice est vraiment particulière. La silice, donc le vrai verre, archétype de verre, est complètement différent que le verre de plastique.
Donc vous voyez, les mains les plus connues du monde, c'est les mains de François Tourniac. Et donc, pour d'autres expériences, mais ici aussi, il prend un verre et il fait comme un verrier qui souffle les verres. Ben lui, il ne souffle pas, il les déforme. Et vous voyez, on peut chauffer, c'est la flamme. On ne contrôle pas la température. Et on peut passer de l'état solide à l'état malléable, et on peut déformer et rendre à ce silice la forme comme on veut. Et c'est absolument fascinant de regarder comment le verrier travaille. On peut faire des objets très complexes que tous les chimistes dans la salle, là c'est Rota Vapeur, tous les chimistes reconnaissent. Ben, essayez de faire ça avec un plastique. Essayez de faire ça avec autre chose que la silice. C'est absolument impossible. Travailler comme ça des choses sans moule, façonner sans moule, sans contrôle de température précise, impossible. Alors pourquoi? Parce que contrairement justement à de toutes les molécules et toutes les polymères, comme les polystyrènes ou comme terphényle ou comme PMMA, la silice passe de cet état liquide vers l'état solide ou vice-versa, beaucoup plus lentement en température. En fait, c'est très rapide. C'est une loi d'Arrhenius, on parlait souvent, c'est-à-dire c'est activé thermiquement, la viscosité est activée thermiquement, ou semble activée thermiquement, mais contrairement à toutes ces variations qui sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus rapides que loi d'Arrhenius, et ça c'est un vrai sujet de questionnement pourquoi, la silice comporte différemment, passe tout doucement vers cet état solide. Et alors, la question c'est évidemment comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, et est-ce que la silice est unique? Presque. Il y a l'oxyde de germanium, il y a quelques autres substances minérales, mais en fait, toutes les composés organiques et majorité de composés inorganiques passent ainsi de l'état solide à liquide, de l'état vitreux. Et alors, de plus, la silice est insoluble. Alors on peut détruire la silice, on peut mettre dans l'acide fluorhydrique, mais on ne peut pas la dissoudre, la silice. Et donc la question c'est un matériau extraordinaire, il est à la fois malléable, si on chauffe, il est façonnable à chaud, et il est insoluble. Alors la question que je vais poser aujourd'hui, et je vais essayer de répondre, c'est est-ce que je pourrais faire la même chose avec des matériaux organiques? Et quelle est la raison? Et comment imaginer quelque chose comme ça, d'avoir un matériau qui est à la fois façonnable à chaud et insoluble avec les matériaux organiques? Alors la première question qu'on peut se poser, c'est comment marche la silice? Qu'est-ce qui fait la silice? Alors là, ça dépend de la culture que vous avez. Pour les chimistes, ben c'est simple, et ça, dans cette salle et devant cet auditoire, je ne devrais pas les dire, parce que vous savez tout ça. La silice, c'est un réseau covalent, il y a le silicium, il y a l'oxygène. Tout ça, c'est lié dans un désordre, dans un réseau. Et donc, c'est un réseau covalent. Donc, pour un chimiste, d'une certaine manière, c'est un réseau, et après, il y a quelque chose qui se passe avec ce réseau à haute température qui permet de rendre la chose mais évidemment, ce n'est pas soluble. Pour les physiciens qui va faire, et il y avait énormément de simulations numériques, d'études de dynamique moléculaire, la silice, c'est un fluide, d'accord? On est d'accord là-dessus. Et il est composé des atomes de silicium et oxygène qui interagissent par un potentiel que les physiciens appellent BKS maintenant, et qui est un potentiel qui est finalement c'est des interactions de Coulomb avec quelque chose qui les coupe et quelque chose qui est les forces de dispersion. Il simule ces atomes-là en ajustant les paramètres et il obtient les transitions vitreuses dans les propriétés dynamiques et d'autres propriétés qu'ils peuvent prévoir. Donc ça semble marcher bien, et effectivement, quand on chauffe, les silices et l'oxygène commencent à bouger. Donc, c'est ça la silice, complètement opposée de ces réseaux qui est là-dedans. Alors,
cette même différence de vision, nous avons quand on parle de caoutchouc. Si vous prenez les caoutchoucs, dont vous mentionnez plusieurs fois pendant le cours par Clément, les caoutchoucs, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un solide, mais qui est liquide aussi en même temps, parce que quand vous les déformez, les caoutchoucs ne changent pas de volume. Et pareil, pour les chimistes, les caoutchoucs, c'est un réseau de polymères qui sont réticulés. C'est-à-dire, en fait, quand vous tenez les caoutchoucs, vous tenez une seule molécule. Ce sont de monomères, enfin des éléments qui sont polymérisés ensemble et réticulés pour former un réseau. Et pour un physicien, les caoutchoucs, c'est un verre. Alors, donc c'est une sorte de fantastique renversement par rapport à la vision de Silice, de deux communautés. Et en fait, c'est Sam Edwards, qui a calculé les élasticités des caoutchoucs en faisant cette remarque. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que si on réticule, pendant la synthèse, nous faisons les caoutchoucs en réticulant ces chaînes de polymères dont je parlais, donc en fait, on fige une fluctuation particulière de ces chaînes. C'est-à-dire que les chaînes bougent par le mouvement thermique tous les temps, mais au moment de réaction, j'ai figé une topologie. Donc autrement dit, si j'ai moyenne les propriétés des caoutchoucs dans l'espace ou dans le temps, je ne vais pas nécessairement avoir les mêmes résultats. Et donc, ça, c'est la caractéristique des verres. Évidemment, ce n'est pas une transition réversible, c'est-à-dire que je fige la topologie de façon irréversible dans mon caoutchouc. Et donc, lui, il a trouvé la façon dont il s'imaginait qu'il a fait les répliques, il a inventé les méthodes répliques, et c'est peut-être une des rares fois où quelque chose de science des polymères est passé dans la physique fondamentale, parce que cette méthode-là a été utilisée pour essayer de comprendre les propriétés des verres, des vrais verres, de ces verres organiques forts dont on a parlé, qui sont les glaces. Et donc, une fois que nous avons réalisé ça, nous pouvons nous poser la question, serait-il possible de créer une transition V13 en figeant la topologie de façon réversible? D'accord? C'est-à-dire que si un verre, enfin un réseau c'est un verre, donc si je crée ces réseaux et je défais les réseaux de façon réversible, je pourrais avoir quelque chose qui correspond à la transition V13. Et donc du coup, je me ramène dans ce sujet d'actualité dont Clément a parlé, de réseaux avec des liaisons chimiques réversibles. C'est quelque chose qui est naturel. Et là, il y avait des exemples assez extraordinaires. Il a fait une introduction à mon cours. Donc, il y a énormément de réactions, de systèmes qui ont été étudiés. Jean-Marie Laine, connu dans cette maison. Fred Woodell, qui était marié. Les réactions radicalaires, Matiaszewski, supramoléculaires, coordination, Craig, etc., etc. Mais dans tous ces systèmes, on se concentre sur les réactions qui sont rapides, mais c'est surtout sur les réactions où vous détruisez votre réseau. C'est-à-dire ces réactions quand vous chauffez, vous disassociez les systèmes, vous dépolymérisez les systèmes, et maintenant quand vous refroidissez, vous polymérisez les systèmes. Et donc là c'est l'exemple cité tout à l'heure, donc je reviens, c'est la réaction type Diels-Alder, Diels-Alder. Si on est les chimistes doués, ce qui n'est pas nécessairement mon cas, on peut faire de molécules relativement complexes et que ces molécules-là peuvent réticuler ensemble pour faire les réseaux. Là, vous avez 4 fonctions, 3 fonctions. Donc, vous pouvez faire un réseau. Vous pouvez avoir, nous n'avons que 2 bras, donc on ne peut pas faire un réseau. On peut faire une chaîne. Mais les molécules peuvent avoir 4 bras ou 3 bras et faire des réseaux. Vous pouvez faire les réseaux et réticuler les systèmes. Mais du coup,
ce système ne va pas se comporter comme la silice. C'est intéressant, mais ce n'est pas comme la silice. Parce que la raison, si vous regardez l'état à basse température, vous faites ce réseau qui est réversible avec des liaisons qui sont finalement plus ou moins labiles, avec un certain temps de vie. Et si vous augmentez la température, le temps de vie diminue. Donc en fait, finalement, si vous faites la photo de votre réseau, le réseau il est défait. Et donc, vous, à la fois en diminuant la température, non seulement vous vous éloignez d'une transition vitreuse habituelle de liquide organique, mais ensuite, vous détruisez vos polymères, donc vous diminuez la viscosité et vous diminuez très rapidement. Donc, disons, à l'échelle de quelques degrés, vous changez la viscosité de façon dramatique. C'est la nature même de processus que vous avez imaginé où vous figez ou constituez les réseaux. Et si vous maintenant les mettez dans les solvants, il va se dissoudre pour la même raison, parce que quand vous mettez les solvants, les molécules préfèrent se réagiter et donc l'entropie va mener vers la dissociation parce que vous voulez le dissoudre dans les bons solvants. Donc en fait, le même système qui était vitreux, etc., va se dissoudre, non seulement parce que le solvant il est bon, mais en plus, il dépolymérise ce système qui est polymérisable à l'équilibre. Donc en fait, les réactions réversibles, les réseaux réversibles avec des réactions comme ça, on ne peut pas faire la silice. Et donc, la silice, qui serait l'organique ou quelque chose, il faut faire quelque chose d'autre. Il faut faire les réseaux qui pourraient être façonnables à chaud, mais qui pourraient être insolubles. Façonnable à chaud, ça veut dire qu'il se comporte à haute température comme l'eau et à basse température comme les plastiques, comme les contenants de l'eau. Et donc, ça sera le cas de plastique, mais en même temps, ça pourrait se comporter comme une résine thermodure. Et donc, ça veut dire quelque chose d'insoluble et quelque chose qui n'est pas processable, qui n'est pas façonnable à chaud. Donc, ça devrait être quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre, et à la fois l'un et l'autre. D'accord ? Donc, il faut un concept complètement différent. Et l'idée, et le concept est suivant, il est basé sur les réactions qui ne sont pas les réactions de polymérisation, association, mais qui est basé sur l'idée de la réaction d'échange. Imaginez que j'ai un réseau moléculaire. Imaginez maintenant c'est que je vais avoir des réactions dans lesquelles je n'ai jamais de liaisons. Je garde le nombre de liaisons constant. Mais comme dans la danse dont je faisais l'allusion, c'est qu'on se donne les mains, on ne quitte jamais notre partenaire, mais avec notre partenaire, on s'approche de deux autres danseurs, et en se donnant les mains, en se croisant les mains, on répare avec un autre partenaire. Donc, autrement dit, la chaîne n'est jamais rompue, mais simplement on échange de partenaires. Donc ici, c'est un processus peut-être plus réaliste, c'est-à-dire, imaginez que cette brin de réseau est sous tension. Il se rencontre avec ces brins de réseau, il échange les partenaires et il répare maintenant ces brins-là avec un nouveau partenaire, et celui-là, il a relâché la tension qu'il en avait. Donc, autrement dit, ces réseaux pourra couler si les réactions d'échange sont efficaces, sans jamais être rompus, en restant toujours les réseaux, donc en pouvant être absolument insolubles. Et donc, si maintenant ces réactions d'échange demandent un an, pendant un an, en observant pendant un mois ou 2 heures, ces réseaux paraîtraient à topologie fixée. Si la réaction d'échange, au bout d'un an, je m'apercevrai, oui, il y a des réactions d'échange, les réseaux coulent. Si la réaction d'échange, en augmentant la température, ne prend pas un an, mais prend juste un mois, la topologie va être figée seulement à l'échelle d'un mois. Et si j'augmente une température et ça prend quelques secondes,
ça sera comme l'eau dont je parlais tout à l'heure. Ça sera aussi liquide. Finalement, l'eau, c'est un réseau de liaisons hydrogènes et ça coule parfaitement bien parce que le temps d'échange est très faible. Et donc, une réaction de change qui est très différente que de association, dissociation, et qui est complètement classique, qui est pratiquée dans l'industrie tous les jours, à très grande échelle, et qui est décrit dans tous les manuels de chimie, c'est la réaction de transestérification. On connaît beaucoup de choses. Et dans la réaction de transestérification, en fait, ce qui se passe, c'est exactement ça, c'est-à-dire on a l'alcool, on a un ester. Là, ici, il y a ce groupe rouge, ici, c'est radical rouge, là, c'est radical noir. Il se fait ce complexe, ces deux partenaires qui viennent ensemble, tétraédriques, et ils répartent en échangeant les partenaires, c'est-à-dire maintenant, le noir est sur l'alcool et le rouge est sur l'ester. Et donc, c'est le candidat idéal parce qu'on connaît plein de choses, comment accélérer ces échanges ou comment les diminuer et comment les rendre dans les températures accessibles. Donc du coup, comment on veut faire les matériaux, comment on veut faire la silice, on prend quelque chose qui existe, qui est les résines époxy que vous pouvez acheter, ça c'est Jebal, c'est une de ces résines qui sert à faire des coques de bateaux, de circuits imprimés, de pièces des avions, de composites, de tas de choses. Qu'on réticule avec un acide par ouverture de cycle avec l'époxy, on fait un on a le groupe hydroxyle, on a le groupe ester, donc c'est idéal pour faire ces échanges. Et donc, comment ça va marcher? Typiquement, imaginez qu'on a des brins de réseau qui sont liés par ces groupes. Si maintenant, ils étaient sous tension, par exemple, avec le temps, on les change, les rouges fait les liaisons avec 3, là, avec le 2, et ensuite ils se réchangent encore une fois, et on a fait finalement quelque chose qui est passé d'une situation comme ça à une situation complètement relaxée de deux choses. Et l'idée, c'est l'idée de chimie, de chimiste, c'est que maintenant, pour les rendre pratiques, pour les rendre dans les températures qui m'intéressent, qui sont finalement entre la température d'avoir un siècle à température ambiante et quelques secondes à 300 degrés, je vais contrôler ça par la catalyse en choisissant un bon catalyseur. Alors la recette, c'est Mathieu qui va nous montrer, et qui est là d'ailleurs. Et donc, on prend les acides gras qui sont dérivés sous-produits d'industrie pratulaire, on prend les résines époxy, les Jebel, on prend un catalyseur, on coule ça dans un moule, on chauffe, la réaction est finie, le réseau est fini. Alors tout d'un coup ça va devenir jaune parce qu'on a mis un pigment. Maintenant on sait qu'on peut me mettre des particules de pigments là-dedans, on colorait, enfin bon bref, c'est un vrai produit. Et il se comporte comme un caoutchouc. C'est-à-dire que si vous voulez déformer, vous pouvez le déformer 200% sans rompre. Il revient de cette déformation, c'est un matériau. Donc si je vous donne ce matériau, vous allez dire c'est un caoutchouc. Vous allez dire, vous mettrez en solvant, il ne va pas se dissoudre. Vous faites la spectroscopie infrarouge, vous les chauffez jusqu'à 225 degrés. Au passage, je veux dire qu'il est pour matériau organique, il tient à la température très bien. Et vous voyez ici ces pics de ester, et il n'y a rien qui change. Les nombres restent constants. Les réseaux ne se défait pas en température. Mais néanmoins, si vous les mettez à un bon solvant, ici c'est trichlorobenzène, dans un très bon solvant, vous les mettez à des températures de plus en plus élevées, vous arrivez à 180 degrés, vous les laissez pour une nuit, les matériaux gonflent, ce sont droits, mais ils ne se dissouent pas, exactement comme la silice. Et maintenant, si je les tire à température ambiante, je peux les garder étirés pendant 1 mois ou 2 mois, et il va relaxer la contrainte si je les lâche. Par contre, si je fais la même expérience à 100 degrés, au bout de 10 heures,
il va relaxer la contrainte. Ça veut dire qu'il va commencer à fluer, à couler. Et si j'augmente la température, ce temps de relaxation devient beaucoup plus court. Et à 280 degrés, il va être de l'ordre de 1 seconde. C'est-à-dire, au bout de 1 seconde, il se comporte finalement comme un liquide viscoélastique, comme un polymère fondu. Et ce qu'on a prouvé, c'est que ce temps de relaxation est effectivement lié au temps de change de transestérification. Alors, on ne peut pas les voir dans les réseaux, puisqu'on peut pas, le réseau est compliqué, on ne peut pas faire. Donc ça, c'est les molécules modèles. On part de deux molécules qui sont tout à fait similaires. On échange les bouts en chauffant, et vous pouvez voir qu'en fait, on passe de molécules de départ, on passe à de 4 molécules qui sont presque identiques par l'échange, mais qu'on peut distinguer par la chromatographie gazeuse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut déduire de là l'efficacité de notre catalyseur et aussi de temps d'échange microscopique. Et à 125 degrés, il est typiquement de 12 heures, de 10 heures, ce qui correspond bien à temps de relaxation qu'on a observé ici. Donc effectivement, ces relaxations des contraintes, ces relaxations des raisons apparaissent parce qu'on échange des liaisons. Et donc à 100 degrés, il nous faut plusieurs jours, plusieurs heures. À 90 degrés, à température ambiante, il nous faut plusieurs siècles pour les relaxer. Et donc, si on trace ça en traçant le logarithme de la viscosité en fonction d'inverse de température, donc si on vérifie, on obtient effectivement la loi d'Arrhenius. Donc on vérifie que ces systèmes-là, parce qu'il est contrôlé par les réactions chimiques d'échange qui obéissent elles-mêmes à la loi d'activation toute simple de loi d'Arrhenius, ils changent leur viscosité par la loi d'Arrhenius, là ici. Alors du coup, si on trace la viscosité en fonction de l'inverse de température, les systèmes deviennent tellement visqueux qu'il va nous apparaître comme un solide. Il nous apparaît comme un verre. En fait, ce verre, c'est le caoutchouc. C'est un solide caoutchouc qui est mou. Et suivant la concentration de catalyseur que je vais mettre, la température de transition vitreuse va varier. Si je n'ai pas de réseau, mais j'ai juste un polymère linéaire, il a une transition vitreuse habituelle, il devient solide en se densifiant. Donc, autrement dit, notre matériau a deux transitions vitreuses. Une transition vitreuse tout à fait nouvelle, qui est le figeage des réseaux et de la dynamique des réseaux, et la transition habituelle à une température plus basse. Et pareil, si je regarde la dilatométrie, c'est-à-dire si je regarde les coefficients d'expansion, je vous ai dit que suivant la vitesse d'expansion, si c'est la transition vitreuse, je peux voir les changements de coefficient d'expansion thermique. Si je n'ai pas de catalyseur à toute l'échelle de temps et à toute l'échelle de température, les matériaux, il paraît comme un solide. Les coefficients d'expansion ne varient pas avec la température, on a une droite. Mais si je commence à refroidir, si je mets les catalyseurs, ici c'est 5%, et je fais les rampes de température à différentes vitesses, donc autrement dit, je regarde à 1 minute et après je regarde à quelques secondes, je vais m'apercevoir que les systèmes passent d'un état figé, solide, à un état liquide, à des températures différentes, et que ça dépend de la vitesse de trempe. Si la vitesse de trempe est grande, la température de transition vitreuse est plus élevée, exactement comme de verre. Donc cette situation de changement de transition vers un solide par les figeages de réseau est effectivement une situation. Et donc, finalement, la silice n'est plus toute seule. Il y a des matériaux organiques qui sont des vitrimères, qui se comportent comme la silice, qui ont cette propriété extraordinaire que leur viscosité varie près de la transition vitreuse, de cette nouvelle transition vitreuse, de façon très douce. Alors du coup, tout est possible, puisqu'on peut les travailler
ces résines qui normalement n'étaient pas qu'on ne pouvait pas travailler, vous ne pouvez pas souder les deux morceaux de caoutchouc. Et là, on peut les souder et ils retrouvent les propriétés initiales. Donc, autrement dit, il est maintenant possible de faire les pièces dans ces résines, de les assembler, de les réparer. De même, on peut faire des choses identiques que fait Verrier avec le verre. On peut prendre une pièce de forme simple, un ruban, on peut les déformer, on peut chauffer avec un sèche-cheveux un tout petit peu plus puissant que je ne veux pas utiliser pour mes cheveux parce qu'il ne me reste pas beaucoup, donc je ne veux pas chauffer à 250 degrés. Mais et vous voyez qu'en regardant sous les polariseurs, ce matériau-là, il était déformé à température ambiante, il était sous tension. Si je les chauffe, la tension diminue. Et ceci donne, si vous vous rappelez d'où on vient, donc, donc on a un forgeage de vitrimère, on déforme les vitrimères vers sa forme désirée, et ensuite on fait comme un verrier, on chauffe, il est sous tension, on chauffe. La coordination entre moi et les films n'est pas très bonne. Voilà, on chauffe. On chauffe pendant 2 minutes. Alors, ça ne va pas durer 2 minutes parce que je sais que nous sommes très pressés. Et donc, 2 minutes après, le stress est relaxé. Et cette forme hélicoïdale est retenue. Donc, on a fait ce que les Italiens appelleraient un fusillo. Si vous mangez des pâtes, c'est ça. Et maintenant, voilà, c'est une forme permanente maintenant. C'est-à-dire que j'ai refait mon ruban que j'avais au début, mais non, il va revenir à ça. Donc, en fait, du coup, on a les possibilités de faire des objets, et finalement, c'est très résistant, parce que là, on met 1 kilo. Vous voyez, je défais, j'enlève le poids, voilà, et le système revient à sa forme initiale. Donc on peut faire tas de choses, on peut faire comme un verrier, on peut par exemple prendre ces fusils-là, c'est hélicoïdal, on peut les chauffer, la température, vous n'avez peut-être pas vu, mais ça va se rafficher de nouveau, 348 degrés. Il suffit juste 1 seconde, on laisse, là il y a l'azote qui sort très chaud, on laisse pendant quelques secondes et on obtient des matériaux, on peut faire les formes. On peut faire les nœuds, et si vous êtes très doué, nous on n'était pas très doués, mais normalement le nœud se referme lui-même quand vous ouvrez. D'accord ? Alors nous, il voulait toujours passer au-dessus, mais bon, il n'a rien compris. Donc, du coup, on peut recycler ces matériaux. Une fois cassés, vous pouvez les injecter dans un moule, refroidir et obtenir la forme initiale de prouvette qui était cassé, il peut être transformé comme un thermoplastique. Alors, l'intérêt de résine thermodure, c'est pas seulement de faire des matériaux élastiques, c'est de faire aussi des matériaux très durs. Et donc, typiquement, une résine, donc là, au lieu de prendre de l'acide, on va prendre l'anhydride, et on va serrer les réseaux beaucoup pour que la transition vitreuse, c'est l'habituel de vitrification où la densité change. Donc on commence par un solide, résine très dure, à 100 degrés elle devient molle, et ensuite on la chauffe. Et normalement, pour ce genre de résines qui sont utilisées en milliers de tonnes, vraiment partout, pour faire votre peinture de voiture, pour faire de la peinture de votre machine à laver, pour faire de composites de bateaux, de planches à voile, de choses comme ça. Une fois qu'on les a fait, et c'est ça leur grand avantage, ils sont très résistants, on ne peut pas altérer leur forme, mais on ne peut pas non plus les recycler comme les pneus, on peut les brûler, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Tandis qu'ici, en chauffant, on va passer par notre transition vitreuse où on défait la topologie de réseau, la topologie tout d'un coup devient ajustable, enfin, elle change, variable avec la température, les molécules bougent, les réactions s'activent, les
matériau devient finalement plus liquide et donc façonnable et réparable. Et vous voyez bien qu'il y a deux transitions, la transition dont on a parlé au début et la transition deuxième, qui est la nouvelle transition que nous avons inventée et observée. Et les systèmes, comme disent les Grecs, coulent toujours. Et effectivement, si nous tirons sur notre résine thermodure, elle va commencer à basse température, elle se comporte comme une résine, elle reste sous tension, et là, elle commence à couler, et à 260 degrés, elle commence à couler. Et donc, de nouveau, les vitrimères se comportent comme ça. Mais alors maintenant, on peut prendre cette résine, une fois synthétisée, avant on ne pouvait rien faire, comme avec votre téléphone, les vieux téléphones noirs en bakélite que vous aviez à la maison, il n'était pas cassable, mais il pouvait plus rien, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas faire de téléphone la tomate des nièces de Clément. Mais là, on pourrait éventuellement, parce qu'on peut prendre une pièce en cette résine, on peut la moudre et on peut réinjecter pour faire une autre forme. Bon, nous avons fait la même forme pour vérifier que les propriétés de ces matériaux recyclés sont identiques aux propriétés mécaniques. Et ce sont des propriétés très bonnes parce qu'en fait, la résistance à la rupture est très élevée et la déformation descend. Mais parce que c'est un réseau tous les temps, à n'importe quelle température, même en bon solvant et très chaud, ce réseau, là cette fois-ci, elle ne gonfle pas beaucoup parce que c'est très serré, ne va pas se dissoudre, même au bout de 24 heures à 180 degrés dans le TSAB. Donc au total, ces matériaux-là, on déforme, on chauffe, on relaxe les contraintes. Donc on peut faire les mêmes fusillons aussi simples. On peut accrocher, vous voyez comment c'est rigide, c'est-à-dire là, ça pèse 1,6 kg sur quelque chose qui a quelques centimètres. Il n'y a absolument pas de déformation qu'on observe. Donc ces matériaux qui sont insolubles, recyclables, réparables et peuvent exister sous forme élastique ou sous forme dure, suivant la composition. Donc, on peut avoir la transition vitreuse par les figeages de topologie. Donc, on peut passer des matériaux liquides à un matériau solide juste en fixant la topologie des réseaux. On peut obtenir, donc ça c'est quelque chose qui est la viscosité en fonction inverse de la température, normalisée par la température de transition vitreuse. Là, il y a la silice, oxyde de germanium, donc ça est qualifié dans la littérature comme de verre forte. Ça, c'est de fer faible, finalement, et fragile. Et toutes les substances organiques, polymères compris, etc., sont dans cette catégorie-là. Mais pas aujourd'hui, puisqu'il y a maintenant vitrimères qui sont finalement les liquides organiques fortes. Alors ceci ouvre un tas de perspectives. Bon, d'abord pour les physiciens, ça peut changer aussi la perspective sur la silice, même si j'ose pas dire ça dans cette salle, parce qu'il faudra regarder les corrélations des liaisons. Il faudra voir si effectivement les liaisons se rompent ou est-ce qu'il y a les échanges de liaisons et comment ça dépend du temps. On peut faire des expérimentations qui étaient difficiles à faire par exemple sur la silice puisqu'on a finalement les températures qui sont... On peut désordonner les systèmes. Nous n'avons absolument pas étudié quel est le rôle des défauts, combien on a de défauts. Si on a des défauts des réseaux, comment la dynamique des réseaux va changer complètement. Bref, il y a une multitude de problèmes qui nous attendent. Pour les chimistes, c'est un champ largement ouvert parce que pour les chimistes, on peut faire ça avec d'autres réactions. On peut imaginer les réactions de métathèse, et autres réactions. Il faudra adapter ça à des technologies. Et finalement, la technologie
Ça peut remplacer immédiatement les composés, donc à quoi ça sert, donc ce qui donne différentes applications. Et depuis que c'est publié, nous sommes contactés tous les jours par beaucoup de gens qui ont des idées d'application et qui veulent absolument les matériaux parce qu'on peut faire des bijoux, des faux bijoux de forme absolument incroyable, mais on peut faire les prothèses dentaires, c'est très intéressant. Mais on peut faire aussi les avions, les ailes des avions, des pièces des avions, des voitures, des peintures enfin, moi, je n'ai pas de voiture, donc je ne sais pas, mais il paraît que quand on raye la voiture, les propriétaires n'aiment pas ça. Donc, on peut faire des voitures que vous passez, faire à repasser, ils vont se réparer. Et on peut faire tas de choses, on peut faire des formes, on peut mouler des pièces plus sérieusement, on peut mouler des très grandes pièces qui peuvent se réparer, qui est beaucoup plus facile et qui n'était absolument pas possible à faire avec de polymères. On peut imaginer, par exemple, de faire les palmes des éoliens. On peut imaginer de systèmes optiques dans les diodes luminescents et plein d'autres idées. Mais évidemment, les challenges, les défis, et que nous sommes très, très optimistes, ce sera faire des composites. Alors, ça, c'est la fabrication de Boeing dans les années 20, des avions. Bon, ça a changé depuis, mais le processus il est toujours aussi difficile. Vous mettez des fibres et il faut absolument que l'objet que vous allez faire en composite ait la forme définitive. Et c'est très très difficile de faire. Si on pouvait faire des objets plus simples qu'on déforme après, ça pourrait changer les procédés. Idem pour les élastomères, les pneus sont toujours faits plus ou moins comme ça. C'est pareil, la photo est des années 20. Donc j'arrive à la fin de cet exposé. Je voudrais dire que c'est un travail, une belle aventure menée à 4 avec François, Tournillac, Damien et Mathieu. Et voilà, maintenant Vitramer sont officialisés dans ces maisons et ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup pour votre attention.